Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ableton Live. Certains d'entre vous ont pu remarquer lors de ma précédente vidéo sur la présentation du mini-V d'Arturia que j'utilisais une autre version d'Ableton Live. Et effectivement, donc j'ai pu obtenir la version bêta test il y a quelques jours, et je souhaitais en fait initialement attendre la version définitive pour vous présenter ce qui existera vraiment, car comme vous le savez probablement, il y a toujours des petites choses en fait qui changent entre une version bêta test et une version définitive. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas encore au courant, donc cette version définitive sera disponible au cours du premier trimestre pardon, de 2018. Donc pour d'autres, vous avez certainement pu consulter de multiples vidéos sur le sujet, hein, et vu le nombre de demandes que j'ai reçues, savoir si je pouvais faire une petite vidéo pour vous présenter les principales nouveautés, donc je m'y colle maintenant. De façon globale, cette nouvelle version donc apporte son lot de nouveautés, mais pas simplement avec l'apport de nouveaux outils de device ou d'instruments, comme vous pourrez le voir, mais aussi au niveau du workflow, c'est-à-dire que dans votre environnement de travail, les ingénieurs ont été à l'écoute des petites choses qui pouvaient nous faire perdre du temps pour justement améliorer votre productivité. Donc je vais diviser ce tuto en plusieurs parties. Une première partie qui sera consacrée donc au workflow, c'est-à-dire sur l'interface graphique, on va voir ce que sont les collections, la navigation, le raccourci clavier, les automations, les groupes, capture aussi, une nouvelle fonction. Dans une deuxième partie, on verra donc tout ce qui est outils et les devices, donc tout ce qui a été amélioré et les nouveautés. Je vous présenterai aussi rapidement le Wavetable, le nouvel instrument, le nouveau synthé à table d'onde, et je vous donnerai mon avis juste à la fin. Alors je vous propose de commencer avec le workflow. Alors, comme vous pouvez le voir, on a ici les polices de caractères ont changé. On a des nouvelles petites icônes ici au niveau du navigateur. On a des clips qui sont maintenant entièrement colorés dans leur contenu, que ce soit audio ou MIDI. Il est possible aussi de faire un clic droit quand vous avez plusieurs clips. Regardez ici, ce n'est pas le cas. Je fais un clic droit et je peux ici assigner les couleurs de la piste au clip. Hop, vous voyez que ça se transforme directement. Au niveau visuel, c'est plutôt pas mal. Au niveau ici, alors on est en mode session. Qu'est-ce que j'ai des instruments, voilà. Vous voyez que les couleurs ont changé. On a des petites nuances bleues au lieu d'avoir le orange à l'époque. On aura l'occasion de le voir avec nos petits tests. Je reviens ici en mode arrangement. On a aussi au niveau de l'interface graphique quelque chose qui est très intéressant, c'est on est passé à une interface graphique vectorielle qui vous permet d'adapter votre écran à n'importe quel, votre session Ableton Live à n'importe quel écran. Là on fait une commande virgule, voilà, et ici vous voyez qu'on a la possibilité dans Look Fill de jouer avec le zoom, et vous voyez que maintenant on peut se permettre de zoomer, voilà, ou dézoomer à l'inverse, et d'adapter vraiment à votre écran. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, contrairement au bitmap qui était généré avant, c'est qu'on n'a pas de perte de qualité. On double-clique pour revenir à 100% par défaut. Je profite d'être justement dans les préférences pour vous montrer que effectivement ici on a d'autres skins. Alors le nombre est réduit, mais ils sont vraiment optimisés. Celui-ci c'est par défaut. On en a un ici en light, beaucoup plus clair, en dark, plus foncé, un autre dark encore plus foncé, et on retourne au Live 9 si vous ne pouvez pas vous détacher du Live 9. Ici donc je reviens à la position par défaut. On peut régler la luminosité. On peut régler aussi l'intensité des couleurs si vous souhaitez que ça soit un peu plus cramé ou pas. Alors, on a aussi la possibilité maintenant, lors de fichiers exportés,
vous voyez qu'on a un nouveau format, on peut coder maintenant, si on l'active, en MP3. Donc ça peut être assez sympa. Et aussi, avec une déclinaison, on peut faire aussi au format FLAC maintenant. Alors j'avais vu il y a peu de temps, alors je sais pas, comme je télécharge régulièrement les mises à jour, on avait le Wavepack, là je ne le vois plus. Alors peut-être qu'ils l'ont supprimé et ils le remettront après, peut-être, donc ça sera à suivre. Au niveau du navigateur, alors ici on a des petites choses qui sont assez intéressantes parce qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des collections, comme vous pouvez avoir ici, hein, juste en haut à gauche. Ce qui permet en fait de regrouper ou de classer des favoris dans des classeurs, que ce soit des outils, des effets ou des instruments. Vous pouvez passer ici la souris, quand vous passez la souris ici, vous avez accès à éditer, pour afficher ou cacher jusqu'à 7 conteneurs que vous pouvez renommer d'ailleurs. Hein. Là, par défaut, ils sont nommés avec des couleurs. Moi, je les clique droit, j'ai fait un renommé ou une commande R. Là, je les ai, moi, nommés favoris FX, c'est-à-dire j'ai mis dedans les effets que j'utilise le plus souvent. Alors, j'ai juste commencé, j'en utilise bien plus que ça, c'est juste pour les besoins du tuto. Et par exemple, vous pouvez en créer un deuxième qui pourrait être intéressant, par exemple, tout ce qui est vos propres créations. Moi, j'ai mis DRJ Création, tout ce que vous créez comme patch, que ce soit des faits, que ce soit des devices, que ce soit des patchs de son, bah vous pouvez en fait les cliquer dessus. Alors, vous voyez qu'une fois que vous avez sélectionné, par exemple, j'en veux pas d'autres, d'ailleurs je peux aussi, si je souhaite désactiver, cacher certaines catégories si je ne les utilise pas, par exemple si clip vous ne l'utilisez pas, vous pouvez décider de le désactiver, de façon à ce que, voilà, quand je fais terminer, je ne le verrai pas. Si vous voulez réactiver, vous cliquez ici, je remets clip et il apparaîtra dans la liste. Vous voyez là, je n'utilise que 2 collections pour le moment. Ça peut être assez sympa. Alors je vais vous montrer comment on fait. Voilà, ici, dans les audios par exemple, si je veux rajouter le filter delay, et ben, soit je fais un clic droit et je l'affecte au 1. Je peux l'affecter si je veux aussi à un deuxième. Vous voyez, il y a 2 couleurs. Du coup, je le retrouverai ici et ici aussi. Si j'en veux plus, ben je clique et puis je désaffecte. Voilà, tout simplement. On peut faire aussi un glisser-déposer. Par exemple, ça marche aussi avec les instruments, avec n'importe quoi. Hein. Tout ce qui est dans les catégories, je peux aller le prendre et aller le glisser où je veux. C'est pareil. Vous voyez, le glue compressor. Voilà, ça, je trouve ça assez pratique. Ça vous évite d'aller chercher dans les méandres les sous-dossiers. Hein. Ça peut être un patch aussi. Hein. Je peux aller dire, voilà, le compresseur, je vais prendre celui-ci, et voilà, j'ai le patch qui arrive ici. Ok, ça c'est assez sympa. Alors, ensuite, une autre fonctionnalité, c'est quand vous allez dans les packs, dorénavant, on aura la possibilité ici, vous voyez, d'aller voir les mises à jour. C'est-à-dire vous pourrez faire les mises à jour directement des packs ici et les télécharger, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres séquenceurs. Et ici, donc les mises à jour et les packs disponibles que vous n'avez pas téléchargés. Bien pratique également, comme ça vous êtes averti dès qu'il y a une mise à jour ou un nouveau pack que vous pouvez télécharger. Chose également assez sympa, c'est quand vous allez dans votre projet actuel, on a ce qu'on appelle le backup. Alors le backup, on peut faire, c'est-à-dire faire une commande Z, c'est-à-dire revenir en arrière, même si vous avez sauvegardé un projet. Ça, c'est assez sympa. Avant, vous sauvegardiez le projet, il n'était pas possible de faire une commande Z ou un CTRL Z hein, si vous êtes sur PC. Donc ça, c'est bien pratique. Et d'autant plus aussi, c'est qu'à chaque fois que vous faites une manipulation et que vous sauvegardez, vous pouvez récupérer une session d'avant, c'est-à-dire un historique. On le verra tout à l'heure lors de ma présentation. Enfin, en tout cas, sachez que ça existe ici. Vous pouvez, à chaque fois que vous faites une sauvegarde, il y a une sauvegarde dans l'historique. Alors, je referme ça. Ensuite, on a ici le métronome. On a plusieurs choses qui sont disponibles. Alors, je vais me mettre peut-être en dehors de ma session. On va se mettre ici, tout au début par exemple. Et quand je fais lecture, donc ça, c'est comme avant. On peut avoir un son de clic un peu plus sourd. Et on a un son bois. Donc ici, on a la possibilité donc, de faire un décompte à 1, 2 ou 4 mesures.
avant d'enregistrer. Au niveau du rythme, ça c'est assez sympa parce que maintenant on peut jouer sur les temps, c'est-à-dire on peut activer un 1/2 au lieu de faire la mesure. Mais inversement, ce qui peut être assez sympa, c'est de l'accélérer, surtout si vous voulez être dans le tempo sur des parties rythmiques qui sont en dessous de la mesure. Je trouve ça assez intéressant. Alors, je vais revenir en automatique. Alors maintenant, je vais revenir en mode session. Et ici, on a encore plus d'options pour contrôler la panoramique d'une piste. Je m'explique. Si vous faites un clic droit ici sur Balance, ça va être intéressant parce qu'on peut maintenant doser séparément ce qu'on veut envoyer à gauche ou à droite. Ici, vous sélectionnez le mode de panoramique stéréo séparé. Avant, il fallait qu'on fasse le choix d'aller soit tout à gauche ou à droite. Et ici, on peut vraiment doser ce qu'on veut mettre à gauche et ce qu'on veut mettre à droite sans être obligé d'avoir un choix soit à gauche soit à droite. Là, on peut vraiment doser l'espace, le signal et décaler le signal stéréophonique. Je trouve ça super intéressant. Et on revient, clic droit, et on peut revenir au mode par défaut. Chose également intéressante, ici, on va revenir sur notre espace. On peut gérer des groupes maintenant et des sous-groupes. Ça va être très pratique, notamment pour les phases de rythmique. Hein. Si vous voulez, par exemple, créer un groupe de drums avec une partie, un sous-groupe avec tout ce qui est instruments plutôt graves avec les kicks, les toms, et plus aigus avec les charlets, les cymbales. Vraiment, c'est assez intéressant. Alors, je vais vous donner un exemple. Ici, sur une partie rythmique. Voilà, là j'ai un kick, j'ai un tom, j'ai une snare, des claps, des hi-hats. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner toutes mes parties rythmiques avec le premier clic et shift et le dernier. Voilà. Je fais une commande G pour grouper, comme on fait habituellement. Donc tout est groupé ici en un seul et même. Tous les instruments sont groupés. Je peux faire une commande R pour faire drums. Ok. Et ici, je peux dire, je vais sélectionner celui-ci et celui-ci comme ça et comme ça. Je fais grouper, ou un commande G, hop, et j'ai un sous-groupe. Bon, je peux changer la couleur si je souhaite. Et celle-ci, je vais faire un autre groupe avec tout ce qui est plus aigu. Par exemple, je vais mettre aller en vert, et je vais grouper également. Là d'ailleurs, je peux aller tout sélectionner et choisir une autre couleur, là, comme j'avais mis tout à l'heure. Hop. Voilà. Et là, je peux dire... ok, on va mettre low. Et ici... high. Et ainsi, je peux faire donc un traitement séparé directement là-dessus. Sur le low, si je veux mettre un compresseur plutôt pour gérer les graves. Ici, si je veux mettre l'EQ pour les aigus. Et ici, un glue compresseur, par exemple, pour unifier un peu le tout. Je trouve ça très très sympa. Alors, je vais recharger mon projet de tout à l'heure par défaut. Alors maintenant, concernant les automations, donc elles sont cachées par défaut, mais accessibles directement ici avec le petit icône à côté du cadenas. Vous pouvez afficher directement comme ceci, ou avec la touche A du clavier de l'ordinateur. Le cadenas ici à côté, lui, permettra de prendre en compte en fait ou non les enveloppes d'automation lors de l'édition des clips. Si par exemple ici, vous faites un copier-coller à côté, vous voyez que par défaut, il me prend les automations. Commande Z, si j'active le petit cadenas, je fais un copier-coller, il va me prendre en compte le clip, mais pas les automations. Voilà, c'est à ça que ça sert principalement. Alors ici, je vais agrandir. Ce qui est vraiment génial maintenant, c'est qu'on n'a plus besoin de positionner la souris sur la ligne d'automation pour créer un point. Vous pouvez maintenant faire un clic libre où vous voulez, directement. Avant, il fallait se mettre sur le point, on peut toujours le faire hein, aussi, mais là, vous vous mettez n'importe où, toc, et vous créez un point. Et là, en plus, vous pouvez prendre le point et vous promener et
aussi bien en haut que de haut en bas ou de gauche à droite. Et vraiment, ça, c'est super magique parce qu'avant, c'est sûr qu'on était obligé d'aller sélectionner un point. En plus, les points étaient liés. Alors là, on peut toujours, hein, quand on est, vous voyez, ici, on peut toujours déplacer des points qui sont liés. Mais voilà, on peut cliquer vraiment n'importe où et c'est super intéressant. Alors, je vais revenir en arrière pour pas casser toute mon automation. Possible aussi de déplacer le point. Là, par défaut, il se déplace sur la grille de quantification. Vous pouvez appuyer sur commande pour être libre, vous affranchir de la grille d'automation. Ok. Alors, quand vous avez un paramètre aussi, par exemple, on va prendre un instrument. Quand vous avez un paramètre que vous bougez, avant, il fallait sélectionner votre paramètre et faire un del. Ok. Là maintenant, quand vous prenez, vous touchez votre paramètre, vous le sélectionnez, vous double-cliquez et il revient par les paramètres par défaut directement sans être obligé d'appuyer sur del. Ça vous fait économiser une manipulation. Là, vous voyez, le réglage est comme ceci, je le bouge, je redouble-clique, il revient à son paramètre. Alors pas le paramètre d'avant, hein, du réglage d'avant, mais il revient à son réglage par défaut. Ok. Si je fais del, il revient par défaut, ça fonctionne toujours, mais maintenant, je peux le faire avec un double clic au lieu d'aller toucher le clavier. Ça fait une petite manip qui est quand même bien pratique. Alors, chose aussi qui est pratique, c'est quand vous éditez une partie d'un clip audio ou MIDI, vous voulez faire une sélection. Par exemple, je vais prendre celui-ci, ou alors plutôt un instrument. Je ne sais pas si j'ai un instrument avec un effet. Voilà, bon, c'est pas grave, je vais rajouter un effet, on va lui mettre un EQ dessus, toc, voilà. Vous voyez, donc j'ai une piste avec un EQ, une piste audio. Imaginons, là, je fais hop, une sélection et je désire faire apporter un traitement différent sur cette partie-là. Je peux la prendre comme avant et la mettre en dehors, ici par exemple, et vous voyez que initialement, donc j'ai un trou, cette partie-là, je suis en train de l'éditer, alors je peux le remonter hein, ici pour que ça soit plus visible, voilà, je suis en train de l'éditer sur une piste à part, et vous voyez que il me recopie en fait la piste avec tous les réglages, toute la chaîne d'effets. Ici, imaginons, j'avais, je sais pas, 10 effets, et ben en prenant la sélection, je la glisse, alors non pas sur une piste existante, il faut que ça crée une autre piste. Parce que si je la glisse sur une piste, par exemple sur une autre piste audio qui est créée, là par exemple, je vais vous donner un exemple, voilà, là j'ai une piste audio, si je fais une sélection, voilà, et que je la prends et je la mets sur cette piste audio là, touc, vous voyez, il me l'a renommé, mais il ne m'a pas pris l'effet. Alors que ici, vous voyez, initialement, j'avais un EQ. Donc si je la glisse sur une piste qui n'est pas créée, mais en dehors, ici, dans la zone de clip et périphérique, eh bien, il reprendra toute la chaîne d'effets. Voilà, ça c'est assez pratique. Alors, je vais désactiver les automations. Chose qui est pratique aussi maintenant, c'est qu'on peut créer un clip MIDI directement sans faire une sélection, puis clic droit, créer un clip MIDI. On peut double-cliquer pour créer un clip et l'étirer comme on veut. Alors effectivement, en fonction de la longueur, là il se duplique, mais on peut aller changer sa longueur directement avec le length ici et directement éditer notre clip. C'est quand même assez pratique. Il y a juste qu'à faire un double-clic qui se fixe. Ou alors, évidemment, vous changez votre grille de quantification. Ici, je change, je la mets en large. Ok, si je double-clique, toc, et ben, je crée un clip directement en fonction de la grille de quantification. Je reviens sur étroite comme avant. Ok, ça c'est assez pratique. Chose aussi que je trouve très appréciable, ça c'est un bonheur et j'ai pas encore vu ça sur d'autres séquenceurs. Imaginons ici, vous avez une note MIDI qui est assez longue. D'accord, je vais tourner ça, on va mettre en solo. Là, j'ai une longue note MIDI. Effectivement, quand vous êtes en train de travailler sur une transition, sur votre drop, etc., eh bien, à la transition, vous êtes obligé toujours de vous mettre au début
de la note MIDI pour qu'elle soit entendue. Et bien là, on n'est plus obligé. Et ça, c'est vraiment génial. Quand vous travaillez sur des petites parties de transition, vous n'êtes pas obligé d'aller au début du clip pour le lire. Alors, vous allez ici dans les options et vous voyez qu'on a une petite fonction qui s'appelle reprendre les notes MIDI en cours. Quand elle est désactivée, effectivement, si je me mets à cette position-là, mon clip MIDI commence ici, ma note MIDI. Donc si je me mets là, normalement, j'entendrai rien. J'entendrai que quand il va boucler, qu'il va commencer au début. Là, on est d'accord? Donc imaginons je travaille sur cette partie de transition-là, je suis obligé d'attendre pour voir le son que ça fait, enfin entendre le son, d'aller au début. Si vous activez cette petite option reprendre les notes MIDI en cours, et on va entendre la note MIDI même si elle n'est pas commencée au début du clip. À n'importe quel endroit que je me mets, j'ai plus besoin de me mettre au début. Donc je vais travailler sur cette partie-là et j'entendrai la note MIDI. Ça, je trouve ça tout simplement génial. Et jusqu'à présent, si je me trompe, j'ai pas vu ça sur d'autres séquenceurs. Mais je me trompe peut-être. Alors, au niveau des clips MIDI, on a des raccourcis qui sont bien pratiques maintenant. Notamment, imaginons, vous devez travailler sur un clip, sur celui-ci par exemple, et je le sélectionne et je fais Z, et hop, la vue est étendue directement en fonction de mon affichage. Alors bien évidemment, elle peut être plus grande si je réduis ça. Voilà. Alors je peux faire une commande Z pour revenir à la vue d'avant, mais... Alors excusez-moi, je suis obligé de faire des coupures régulièrement, parce que comme vous le savez, petit aparté, j'ai emménagé depuis cet été dans un petit lotissement, et il y a plein de maisons qui se construisent à côté, et c'est tout simplement l'enfer pour faire un tuto, parce que j'ai plein de bruit. Alors si vous entendez des petits bruits en off, derrière c'est les machines juste à côté de ma maison, et j'essaye de faire avec, donc ça va nuire un peu à la qualité du tuto que j'ai l'habitude de faire, mais toutes mes excuses pour ces bruits disgracieux. Donc on reprend, j'en étais où? Oui, effectivement, alors sur les raccourcis, donc on a le Z ici qui nous permet, en fonction de l'affichage, je vais faire une sélection, je vais sélectionner mon clip, soit celui-ci par exemple, et je fais Z, hop, ça va l'étendre directement à la largeur de ma fenêtre, et je fais une commande Z pour revenir à la vue d'avant. Très pratique. On peut utiliser également la molette de la souris quand on a une piste sélectionnée. Si je fais Alt et je monte avec la souris ou je descends, effectivement, je peux faire un zoom vertical, et de la même manière avec commande, je fais un zoom horizontal ou dézoomer, très pratique. On n'est plus obligé forcément de sélectionner ici la barre du dessus, on va tout simplement pouvoir ajuster comme on le souhaite. On peut toujours faire un Z ici pour revenir, et une commande Z pour revenir à la vue d'avant. Très très pratique. On peut toujours utiliser aussi les flèches gauche et droite pour déplacer des clips sur la grille de quantification, ou avec commande pour la déplacer manuellement, pour s'affranchir de la grille de quantification. Toc. Alors, chose qui est bien pratique également maintenant, c'est qu'on peut, si par exemple on a bien calé notre clip, mais on veut déplacer le contenu du clip, on fait un Alt Shift, comme ceci, et on va pouvoir déplacer le contenu. Ça, c'est très pratique. Imaginons que vous êtes embêté, on va dire, à essayer de caler vraiment le début du clip à un moment bien précis, et vous pouvez, en faisant Alt Shift, déplacer le contenu pour caler un peu mieux votre échantillon s'il n'est pas bien calé. Très très pratique également, c'est très bien pensé. On peut faire une sélection d'une partie d'un clip, par exemple comme ceci, et taper R pour le renverser. Très pratique également. On va prendre cet exemple ici. Là j'ai fait, alors attendez, on va prendre le clip entier. Et je vais vous donner l'exemple ici. Je vais faire une sélection par exemple sur cette partie-là. Je fais R de reverse. Imaginons je veux faire un
ici cette sélection là, hop, je veux, ou alors je veux mettre ici, je vais mettre une zone, je vais faire comme un mute, je vais faire le 0 pour muter cette partie de sélection. Faire un effet de stutter par exemple. Bien pratique également. On peut aussi, sympa, c'est on va pouvoir sélectionner notre clip et aller l'étirer comme on veut. Alors quand on l'étire, évidemment, on duplique, hein, on duplique comme habituellement, mais on peut faire, avec la touche Shift, on peut étirer directement, stretcher l'échantillon. Vous voyez, soit le rétrécir, soit le stretcher. Directement avec Shift et les accolades qu'on a sur le côté. Bien pratique également. Vous avez pu voir ici que au passage de la souris sur un clip audio, on a les fades qui apparaissent. Alors, sauf si effectivement les automations sont activées, vous ne le verrez pas. Par contre, si les automations sont désactivées, quand vous passez la souris, vous voyez qu'on a les fades. Alors, on peut les régler sur le haut, sur le bas, au milieu, pour changer les courbes. Très très pratique. Alors, je vais recharger le projet d'avant, parce que là j'ai fait de la patouille. Voilà, maintenant on va voir une nouveauté, une grosse nouveauté, c'est l'outil Capture. Alors, Capture, rien de pire pour nous que d'oublier une idée géniale, tout simplement parce qu'il faut se concentrer sur le bouton Record. Comme toujours, on cherche un son, on tapote quelques notes géniales avec le bon swing, on répète ça en boucle, donc c'est top, on se prépare à enregistrer avec le bouton Rec et on a perdu notre idée, le swing qui était pourtant génial, donc maintenant vous êtes sauvé. Puisque dans la barre de transport, on a ici l'icône Capturer, qui va vous permettre d'afficher en fait le clip MIDI des notes que vous avez jouées précédemment. Je vais vous donner un exemple. On va prendre un petit son. Je vais charger un instrument au hasard. Un analogue. Voilà, donc j'ai fait ma petite mélodie, on est d'accord, j'ai rien enregistré. Et puis là, je dis, zut, c'était quoi la mélodie? C'était pas mal, je me souviens pas. Et ben là, vous cliquez ici, touc, et il va... Je vais vous le déplacer, tiens, je vais utiliser Z, hop, voilà. Vous double-cliquez, et il va vous rejouer toutes vos notes. Et vous n'avez plus qu'à sélectionner la partie qui vous intéresse ou l'intégralité. Et ça, c'est vraiment génial. On a la possibilité ici d'activer l'overdub, de façon à pouvoir lire en boucle. On va partir sur cette partie-là, par exemple. Ok, j'ai rajouté une note, elle n'apparaît pas. Je clique ici et vous voyez qu'il me les a ajoutés. Merveilleux. Ça, c'est encore super bien parce que, voilà, moi je trouve que vous avez une idée, souvent, voilà, vraiment, je me répète, mais le fait de se concentrer sur le bouton record et de partir au bon moment avec le métronome, souvent on s'y reprend à 2-3 fois, me dites pas que ça vous est jamais arrivé, et ben là, pouf, vous repartez directement sur votre idée. Moi, je trouve ça vraiment une super bonne idée. Je la supprime. Après, une autre fonctionnalité très intéressante aussi, c'est l'édition des clips MIDI multiples. Alors, je ne sais pas si j'avais... je vais voir avec celui-ci. Donc, voilà, j'ai par exemple ici un instrument avec des notes MIDI. Là, j'en ai un autre avec des notes MIDI et un autre aussi ici. Quel est l'intérêt de l'édition multiple MIDI? Une nouvelle fonctionnalité.
elle va permettre en fait cette fonction de visualiser un groupe de clips MIDI et donc les notes qui sont au sein d'une seule et même fenêtre d'édition. Par exemple, je vais sélectionner le clip. Alors on est bien d'accord, c'est pas sur des pistes, hein, c'est sur les clips. Je sélectionne le premier, je fais Shift pour sélectionner les 3 clips MIDI. Je double-clique et là vous verrez, non je vais peut-être le mettre plus bas, je prends le premier, enfin j'ai un clip MIDI qui est édité, je prends le premier et le dernier, et là vous voyez que on a, alors je vais peut-être regarder avec une vue plus petite. Attendez, j'ai mal fait ma sélection. On va double-cliquer sur celui-ci. Voilà, donc vous voyez que j'ai 3 bandes ici qui correspondent à différentes couleurs de mon clip MIDI. Si je sélectionne celle-ci, je vais afficher ma note MIDI, mais les autres du clip apparaissent grisés. Intérêt très sympa, on va dire, c'est que si vous faites par exemple, vous avez des accords avec une suite de notes, vous pouvez voir quelles sont les notes de l'accord ou ici inversement les notes de la mélodie pour caler votre accord ou inversement. Alors on peut sélectionner ici directement les clips et afficher le contenu, ou alors tout simplement je passe la souris, voilà, là je vais sur la piste jaune, ici je clique et je vais, alors évidemment j'ai la préécoute, mais voilà, je peux aller sur ces notes là, et donc passer en fait d'une fenêtre d'édition d'un clip à l'autre très rapidement. Je trouve ça très astucieux. Nouveauté également au niveau du drum rack. Comme vous pouvez voir, on a donc ici un drum rack. Je vais vous faire écouter juste la petite boucle en solo. Donc comme avant, on a des sorties audio, sauf qu'ici, on a quelque chose qui est quand même assez sympa qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est on va aller créer, je vais prendre par exemple, vous allez comprendre tout de suite, un audio. Je vais prendre un compresseur, je vais le glisser ici dans les effets de retour. J'ai mon petit compresseur, et vous pouvez aller dire, dis donc, je vais prendre mon kick, et je vais router l'audio, alors soit à la sortie directe du rack, soit effectivement après sur mon, dans mon drum kit, soit je vais le router directement vers ma piste de retour, le compresseur. Alors bien évidemment, il faut afficher ici la piste des retours, le R, et les IO, les entrées-sorties, enfin les sorties surtout. Et donc là, mon kick, je vais le router directement vers ma piste de retour, comme si c'était une piste, un bus auxiliaire, quoi. Et là, du coup, je vais pouvoir travailler séparément les éléments sur chacun des pads. Je vais pouvoir les router vers, par exemple, une piste de retour, au lieu de la mettre en sortie directement du drum kit, et ça permet considérablement de... ça vous permet de multiplier en fait les possibilités d'utilisation du drum rack. Je trouve ça super cool aussi. Alors, vous êtes peut-être rendu compte maintenant aussi, en allant sur Max for Live, qu'il est intégré maintenant directement dans Live de façon native. On n'a plus besoin de lancer l'application Max pour charger en fait un effet ou un device. Le chargement donc se fait beaucoup plus rapidement et avec moins de ressources CPU. On a des nouveaux instruments ici. Alors on a déjà un nouvel effet qui s'appelle le shaper. Quand vous le glissez directement, voilà. Donc le principe ici, c'est qu'on va utiliser en fait une forme d'onde pour aller moduler un paramètre directement. On a, donc on retrouve l'enveloppe follower et le LFO, il existait avant. Maintenant on a au niveau des instruments, on a plusieurs instruments rythmiques, si je puis dire. Alors assez rigolo, vous cliquez dessus, ça rappelle un peu l'environnement... des petits dessins de Native Instruments avec machine. Vous pouvez cliquer dessus directement pour entendre l'instrument. Évidemment, je me mets en solo sur cette piste-là, ça ira mieux. On peut changer le pitch. Là, j'ai un clap avec des paramètres pour jouer sur le decay, le tune, une cymbale.
FM pour générer des petits sons, les hi-hats, les kicks. On va pouvoir régler le pitch, les enveloppes, le ticket, pour le rendre plus sec. Sampler, un petit sampler où on peut directement déposer un sample et jouer avec les paramètres. Une snare et un tom. Voilà, rien de bien extraordinaire, mais c'est là, et conjugué tous les paramètres et les effets qu'on peut ajouter, et ben on a une bonne base pour partir sur des éléments rythmiques. Après, on a au niveau du max du MIDI, on a un nouveau paramètre comme ici le MIDI Monitor pour afficher en fonction de ce qu'on joue des informations, que ce soit en termes de notes, de control change sur le pitch bend, l'aftertouch et le système exclusif. On a ici expression control qui est très très sympathique, c'est-à-dire on va pouvoir utiliser, on va pouvoir mapper sur un paramètre, c'est-à-dire mapper, agir sur un paramètre en fonction soit de la vélocité, du mode wheel, du pitch bend, de l'aftertouch et du suivi du clavier. Alors je vais sélectionner par exemple map, je vais jouer là-dessus. Et en fonction, je vais bouger le paramètre en fonction de la vélocité. Là j'appuie doucement, là j'appuie très fort. Voilà, je vais pouvoir utiliser la vélocité de mon contrôleur MIDI pour jouer sur ce paramètre. Très très sympa. Et on a un petit Note Echo, qui est un petit utilitaire d'écho, mais en MIDI. Alors, on a un nouvel effet aussi dans les audio effects qui s'appelle pédale. Alors, on va le charger par exemple tiens, sur une partie rythmique. Je vais voir ce que ça donne. Mettre là-dessus. Donc voilà. Alors, pédale. Donc c'est un nouvel effet audio de pédale de distorsion. Pour guitare à la base, mais bien évidemment on pourra l'utiliser sur n'importe quel instrument ou échantillon sonore. On a 3 modules. Ici, donc le OD pour l'overdrive, le distortion et le fuzz. On a même ici un sub pour justement alourdir le son au niveau des graves et une sélection ici de bandes au niveau des médiums pour sélectionner la bande de fréquence médium. Donc on va faire des petits tests, lecture en boucle. Alors, son normal, avec distorsion. Alors ce qui est toujours bien, c'est que du coup on n'est pas dans la saturation, bien qu'on rajoute justement de la... qu'on salit le son. Enfin, un petit utilitaire qui sera bien pratique. Ensuite, on a un nouveau module, excellent également, c'est l'écho. Écho. Voilà. Je le glisse également dessus. Et avec l'écho. Alors évidemment, ça fait un effet d'écho. Donc ici, donc un nouvel effet audio d'écho qui est une modulation en quelque sorte de delay à bande qu'on pourra appliquer sur n'importe quel son également, avec la possibilité d'ajouter de la saturation de bande comme des vraies bandes. Donc ici, on a 3 onglets, hein, écho, modulation et caractère. Ici, et avec écho, donc on peut jouer directement sur la partie graphique. On a également 3 réglages, ici en stéréo, ping-pong, donc ça va alterner gauche et droite, et le mid-side pour faire un traitement donc, de delay sur la partie centrale et sur les extrémités de la stéréo. Donc on peut jouer donc, ici avec les filtres.
Donc avec filtre et résonance, donc un double hein, sur le 1, la courbe 1 et 2. Ici, donc dans l'onglet modulation, on va pouvoir donc moduler le délai avec un LFO, un filtre et une enveloppe. On peut sélectionner notre courbe hein, d'ailleurs comme on veut. En synchro au tempo de la session ou avec un réglage de fréquence. Et ici, on a la partie caractère avec 4 paramètres de gate, ducking, noise et wobble. Le noise et le wobble, eux, ils vont apporter, en fait, ils vont simuler en quelque sorte des artefacts hein, pour générer du bruit, comme du bruit et la vitesse de bande. Et on a un compresseur ici avec un gate. Je vais rajouter le bruit. On peut avoir des effets surprenants. Hein. Ici, alors il y a bien évidemment plein de réglages en fonction de ce que vous souhaitez faire sur ambient, clean, modulate. On peut sélectionner certains si vous le voulez. Alors vraiment très propre. Alors on peut dissocier aussi hein, la gauche de la droite par rapport au delay, la synchronisation, le retour donc du feedback. D'ailleurs on peut aussi mettre l'effet en pré, c'est-à-dire avant. Attendez, je vais le couper, j'ai un résiduel qui tourne en boucle. On peut donc le mettre en pré, post ou en pré, c'est-à-dire mettre l'effet de reverb. Ici on active. Je vais reprendre un son initialisé. Voilà. Donc on peut mettre également donc, de la reverb. Et donc appliquer l'effet en pré, c'est-à-dire donc l'effet avant qu'il entre dans l'écho, ou après, ou dans le retour du feedback. Ça, c'est une fonctionnalité qui peut être bien pratique aussi, pour avoir des effets qui se différencient un peu des autres. On a aussi maintenant le fameux drum bus. Alors je vais le mettre sur la piste de drum. Alors qu'est-ce qui va nous apporter celui-ci? Alors c'est un processeur ici, on a affaire à un processeur de batterie de style analogique qui va permettre d'ajouter du corps ou du caractère donc aux parties rythmiques hein, principalement, mais pas que, tout en permettant de gluer l'ensemble de façon à obtenir un résultat rapide qui sonne bien, sans perdre de temps et à faire plein de réglages que vous, imaginons vous êtes sur scène, vous n'avez pas forcément le temps de tout faire vos réglages, vous pouvez prendre ce device et ça va être un tout en un. Et si vous ne vous y connaissez pas trop non plus, dans tout ce qui est compression, tout ça, moi, justement, vous pouvez prendre cet utilitaire-là et il va vous faire une grosse partie du travail et c'est intéressant à utiliser. On a donc ici toute une partie ici qui correspond au drive, donc on va du plus doux à l'écrêtage. Donc on est toujours bien, on sature, on a une saturation dans le son, mais il ne sature pas au niveau des pics, ça c'est toujours intéressant. Donc là on va d'un plus doux au plus dur hein, au niveau du drive. On a un trim ici qui permet de réduire le niveau d'entrée. On peut activer le comp ici pour appliquer une compression fixe dans la distorsion. Donc
donc peut être intéressant. Ici, on a le crunch. Alors, c'est pas le chocolat qui croustille, hein. Ça apporte en fait de la distorsion aux fréquences qui sont plutôt médianes et hautes. Après, on a le dump. Lui, il va plutôt se concentrer sur la réponse des hautes fréquences pour justement apporter ou enlever de la brillance. Là, c'est plus rond. Là, c'est plus brillant. Après, on a justement la gestion des transients qui permet justement de rendre le son aussi plus rond, plus moelleux ou plus sec. Là, c'est plus sec, là, avec plus d'impact. On a le boom. Alors, le boom, lui, il va jouer sur les fréquences basses et accentuer plus le boom boom, hein, il porte bien son nom, à partir d'une fréquence qui est fixée en dessous. Donc ici, là, 50 Hz. Alors, on peut écouter aussi ce qu'on met au casque bleu, là, ce qu'on rajoute. Voilà, je sais ce que j'ajoute au son d'origine. Et là, vous voyez qu'ici, on peut ajuster la fréquence si on veut justement être pile poil, puisque à chaque note correspond une fréquence et vice versa. Vous voyez, j'ai un petit plus ou un petit moins, et vous pouvez cliquer pour fixer en fait la fréquence sur une note ronde. Ça peut être pratique aussi quand vous voulez accorder votre instrument par rapport à une fréquence ou par rapport à un autre instrument. Très pratique aussi, très bien pensé. Ensuite, donc ça je vais le supprimer, on a des améliorations au niveau de l'EQ8 notamment. On peut désormais maintenant mettre le minimum. Avant il était de mémoire à 30 ou 35 Hz au minimum. Là on peut descendre à 10 Hz, c'est plutôt intéressant. Au niveau aussi de l'utility. Alors avant, effectivement, au niveau du gain, on était limité à 35 dB. Là, on peut aller jusqu'à moins l'infini. Donc, c'est possible, notamment quand vous faites des sessions de mixage, de pouvoir utiliser Utility pour faire vos automations de gain. Notamment, par exemple, sur la mise à plat, ça peut être assez intéressant. On a maintenant gestion séparée gauche et droite de la phase, que vous pouvez gérer et inverser pour uniquement la gauche ou uniquement la droite. On a un module de sortie ici en stéréo, gauche-droit ou swap, c'est-à-dire pour inverser le signal stéréophonique. On peut également activer le bass mono qui va permettre de mettre en mono tout ce qui est avant en fait la fréquence qui est sélectionnée en dessous. On peut écouter également. Forcément, j'ai mis le gain à 0. Voilà, là je mets en mono tout ce qui est avant 200 Hz. Encore un utilitaire bien pratique, il porte bien son nom. Alors, on va supprimer ça. Une petite chose aussi que je ne vous avais pas parlé tout à l'heure, quand vous avez plusieurs dossiers ici, maintenant il est possible de faire un clic droit et de renommer les dossiers que vous avez. Ça peut être pratique aussi pour le classement. C'est vrai, je vois aussi déposer les clips et périphériques ici. Avant, dans la version 9, ce qui était embêtant, c'est quand vous avez beaucoup de pistes. Hein, imaginons, vous avez, je sais pas combien de pistes, toc, 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 je vais en rajouter, je sais pas combien. Donc, voilà, vous alliez tout en bas, et tout en bas, vous n'aviez plus justement accès au glisser-déposer pour ajouter une piste. Vous étiez obligé de faire la création d'une piste audio ou MIDI, mais là, quoi qu'il arrive, quand vous serez en bas de toutes vos pistes, vous aurez toujours une zone où vous pourrez glisser un son directement, et ça, c'est pratique aussi. Maintenant, on va voir je vais créer ici, j'ai ma piste MIDI.
on va voir le fameux instrument, le Wavetable, qui est quand même assez extraordinaire. Je vais me mettre en dehors de la zone. Et on va se mettre en solo. Je vais le déplier tout de suite ici pour qu'on puisse voir un peu mieux la bête. Et d'ailleurs, vous pouvez étendre si vous voulez voir encore mieux. Qu'est-ce que le Wavetable? Alors c'est un nouvel instrument, un synthétiseur donc à table d'onde qui propose deux oscillateurs, 1 et 2, avec un suboscillateur ici, avec deux LFO ici et trois enveloppes, une d'amplitude et deux autres qu'on peut servir pour ce qu'on veut. On a ici une matrice de modulation avec deux filtres, ici 1 et 2. On va retrouver ici des patchs qui sont classés comme d'habitude en fonction du style de son que vous souhaitez faire. Alors que vous soyez expérimenté dans le sound design ou pas, si vous connaissez un minimum le sound design, vous savez ce qu'est un oscillateur, une enveloppe et un LFO. Je vous invite notamment à aller voir, consulter mes tutos sur le LFO et les enveloppes où je vous explique tout en long, en large, en travers. Ça m'évitera de me répéter ici. Eh bien, vous ferez ce que vous voulez avec ce synthé. Alors personnellement, je me bats depuis longtemps avec mes contacts de Xfer Records qui ont développé Serum notamment pour que je puisse obtenir une licence gratuite en échange de tutoriels. Ils ont toujours refusé. Et bien maintenant, j'ai une très bonne alternative avec le fameux Wavetable. Donc ça, c'est fait pour le petit message. Alors déjà, au niveau de la vue sur l'oscillateur, on peut avoir une vue, ils appellent polaire ou linéaire, avec le petit bouton ici. Ici, on active en fait l'oscillateur qui est la base, hein, ou les oscillateurs, il y en a deux, qui sont vraiment la base de la construction du son. Alors ici, on a plusieurs dossiers qui vont afficher, suivant ce qu'on va sélectionner, un contenu différent de modèles de table d'onde. Hein, par exemple, ici, on va prendre dans je sais pas, les complexes, on va avoir plusieurs choix, vous voyez, de forme d'onde. Vous voyez ici, instrument, avec, alors il y a énormément de formes d'ondes qui ont été sélectionnées. Rétro. On va prendre des bizarroïdes, des complexes, moi j'aime bien les complexes en général. On a ici donc le fader de gain pour apporter, pour gérer le volume en fait de l'oscillateur, aussi bien à gauche ici que celui-là, hein, ici à gauche. Le fader à droite ici vous permet de déplacer en fait la position de la forme d'onde. Ici, on a trois modes en fait de morphing, si je puis dire, hein, pour sculpter notre son, FM, classique et moderne. Alors quand on est par défaut dans FM, on va pouvoir ajouter donc des harmoniques avec ici le tune et le dosage. Vous voyez, on va déformer, on va dire pas la forme d'onde, enfin la table d'onde, hein, pour utiliser les bons mots. Avec les tonalités. On a ici un réglage classique où là on va jouer sur la largeur d'impulsion, ce qu'on appelle le PWM, le Pulse Width Modulation, comme sur les vrais synthés hardware. Voilà, comme ça. Alors ce qui va être intéressant ici, c'est que sans trop parler, on voit directement ce qui se passe. Avec la largeur d'impulsion, voilà, j'ai une largeur d'impulsion, je vais jouer sur la synchro, vous voyez que je vais étirer à gauche ou à droite. Ça évite souvent des longs discours pour peu de résultats. Donc sur la largeur d'impulsion, et ici on est en moderne. Alors sur le moderne, on va étirer la forme d'onde avec un système de warp, vous voyez ici. Et le fold avec la symétrie. Vous voyez qu'ici on a une symétrie. Je vous laisse imaginer les possibilités, rien qu'avec déjà ces paramètres et ces tables, c'est énorme. On peut le multiplier par deux parce qu'effectivement on peut ajouter un autre oscillateur.
C'est vraiment assez impressionnant. Ici, on a le sub. Alors, pour rajouter ajouter des graves avec un gain ici. Et la tonalité. On peut jouer sur les octaves et transposer. Alors, on sent bien cette présence de basse. On a ici l'enveloppe d'amplitude pour gérer le volume progressif ou plus sec. Ou très rapide, le principe des enveloppes d'amplitude, hein, ça ne change pas de d'habitude, avec deux autres enveloppes qui vont servir à moduler des paramètres, deux LFO où on choisit la courbe, la vitesse, ou soit ici au tempo de la session, soit à la fréquence ou au tempo de la session, donc il va s'exprimer avec le rate et différents réglages. Alors sur l'amplitude, le shape, c'est pareil, encore une fois, c'est très visuel, pas besoin d'expliquer. Là, on arrondit, on met plus carré, le offset, on va déplacer, tout simplement. Et là, hop, on peut vraiment sculpter comme on veut, c'est vraiment très très intuitif. On a donc deux filtres de fréquence ici avec la résonance habituelle, avec donc la possibilité de le régler soit en série, c'est-à-dire l'un derrière l'autre, soit en parallèle, ou soit en split, c'est-à-dire que l'oscillateur 1 va vers le filtre 1, l'oscillateur 2 va vers le filtre 2, et le sub, lui, il va vers les deux filtres. On peut choisir toujours donc les courbes ici, et les circuits, ça c'est comme avant, ça ne change pas. Et surtout, ce qui est très bien ici, c'est qu'on a cette fameuse matrice de modulation où on va pouvoir assigner quasiment n'importe quel paramètre aux enveloppes, LFO et MIDI. Il suffit en gros de cliquer sur un paramètre et voilà, par exemple, je vais sélectionner ce paramètre là, vous voyez qu'il apparaît ici. Et ce paramètre, je vais vouloir le moduler avec par exemple le LFO. Donc je clique et soit en positif, soit en négatif. Et là, vous voyez, j'appuie sur une note. Alors je peux commencer la position ici si je veux, et mon paramètre d'oscillateur, la position d'oscillateur va jouer en fonction de mon LFO 1, ou plutôt, alors je le prends, si j'en veux pas, je fais del, et je vais ici, je vais l'affecter au LFO numéro 2, parce que là effectivement j'ai une courbe un peu bizarroïde. Là, je vais changer. Ah ouais, vous aurez compris le principe, c'est vraiment assez intuitif. Je vais choisir ici une autre forme d'onde, enfin une table d'onde. Voilà, je vais jouer ici sur, je sais pas, ce paramètre, alors je vais mettre en FM. Je vais désactiver celui-ci. Voilà, je vais prendre celui-ci, donc il apparaît là. Je vais l'assigner par exemple au LFO 1. Enfin, on peut vraiment faire énormément de choses. Je vous laisserai tester les petits sons. Je ne vais pas vous faire tester tous les sons parce que le tuto il va durer 3 heures. Donc voilà, après vous ne voulez plus, vous le sélectionnez, vous faites del, hop, et del, et on n'en parle plus. Donc pensez qu'à chaque fois que vous allez sélectionner un paramètre, tic, il va afficher ici et vous pouvez l'affecter donc aux enveloppes et les faux ou à des paramètres MIDI tels que la vélocité. Je vais vouloir dire, par exemple, je veux bouger la position de cette table d'onde avec la vélocité, c'est-à-dire avec à chaque fois que je vais appuyer fort sur une note MIDI, zoom, ça va faire bouger la position. Enfin, vraiment, on peut faire tout sur tout. Donc, on a la possibilité de mettre en mono, c'est-à-dire jouer une note à la fois et de faire un glide. Je vais prendre un autre, je vais reprendre un son initialisé. Voilà, je me mets en mono, je peux utiliser un glide pour passer d'une note à l'autre sur une unité de temps millisecondes. Bien évidemment, quand vous êtes en poly, vous ne pouvez pas faire du glide puisqu'on va pouvoir jouer plusieurs notes en même temps.
avec le nombre de notes que vous pouvez régler ici. Là on a le volume. Après on a plusieurs choix d'unisson pour grossir le son en jouant avec les oscillateurs. Donc on a des réglages notamment sur la phase, sur la stéréo, sur la position des tables d'onde. On va faire un petit essai. On peut augmenter aussi le nombre de voix et le dosage. Enfin, vraiment très très sympa. Alors une dernière petite chose avant de vous donner ma conclusion sur cette version, c'est ici dans l'onglet audio, on a la possibilité dans les entrées-sorties de renommer notre carte, les entrées et sorties de la carte. Et ça peut être super intéressant, vous allez comprendre tout de suite. Alors moi j'ai que deux entrées, deux mono ou une entrée stéréo. Imaginons, je l'appelle micro pour le chant. Vous avez 3-4 avec, etc., plusieurs instruments branchés. Vous les nommez et vous pourrez aller ici chercher dans les pistes un nom qui soit bien plus parlant que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elles seront nommées comme vous le souhaitez et ça, c'est super intéressant. Alors, en conclusion, je vais vous donner mon avis, parce que je vais tenter de rester objectif, compte tenu que vous connaissez ma préférence pour ce séquenceur. Outre le fait vraiment qu'il y ait des nouveautés, des nouveaux outils et cet excellent synthé à table d'onde, je trouve que cette version 10 est une version qui a été faite pour répondre aux attentes des utilisateurs, aussi bien dans les améliorations de certains outils que dans le workflow, qui nous permet encore de gagner encore plus de rapidité pour se concentrer vraiment sur la création. L'outil capture, édition MIDI multiple et la reprise des notes en cours restent pour moi des fonctionnalités très innovatrices qui me seront très utiles. Donc j'attends avec impatience la version définitive et je vous tiendrai bien évidemment au courant des changements s'il y en a par rapport à ce que je vous ai présenté. Donc sur ce, je pense que j'ai encore fait un tuto à rallonge, je m'en excuse, mais bon, il y a tellement de choses à voir que c'est quand même intéressant de savoir ce qu'il y a comme nouveauté, comme correctif. Si toutefois vous voulez acheter Ableton Live 10 ou faire la mise à jour, c'est intéressant de savoir si ça vaut le coup ou pas. Pour moi c'est sûr, je vais l'acheter. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.